Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va aborder une histoire, une page de l'histoire de la Réunion. C'est Les Orphelins d'Helbourg avec son auteur Camille Baptiste. On va essayer d'évoquer un petit peu ce moment-là. Pas toujours facile, mais je pense que ça en vaut la peine. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Camille Baptiste. Bonsoir Gismi. Bonsoir Koulsoum Libou. Bonsoir Gismi, bonsoir Camille. Bonsoir, je disais que c'est toujours une page d'histoire. Tout ce qui est enfant, comme il y a eu les enfants de la Creuse, comme il y a eu l'orphelinat ou bien la prison du Guillaume, ouais. C'est toujours particulier quand on aborde ce genre d'histoire parce que ces structures pour enfants ont toujours des parties sombres. Toujours des parties sombres grâce ou à cause des adultes qui ne savent pas prendre en compte la détresse des enfants. C'est important ce que vient de dire Camille Baptiste parce que l'adulte ne sait pas prendre en compte l'éducation de l'enfant. Je reste sur l'éducation et pas sur autre chose. Pourquoi ? Parce que combien d'enfants il y avait à Helbourg ? Combien d'orphelins il y avait à Helbourg ? Entre 1960 à son ouverture jusqu'à 1975-80, 350 enfants. Oh, c'est beaucoup. Alors, combien d'éducateurs ? Difficilement chiffrable, je pense une vingtaine à l'époque où j'étais, moi, oui. Enfin, des éducateurs, si on peut appeler ça des éducateurs, ce n'étaient pas des vrais éducateurs. Oui, c'est ce que vous dites. Dans le livre, vous les chargez bien, parce qu'on est en 1960. Donc, en 1960, il y a quand même déjà des lois. Et vous dites dans votre livre qu'ils ne les connaissent pas et ils ne les respectent pas. En 1960, il n'y a pas de loi qui concerne le droit et la défense des enfants. Il y a une loi qui a été signée vers la fin de 1980 ou 1990 plutôt, début 1990, qui s'appelle le CID, Convention internationale des droits des enfants. Et avant, c'est peut-être pour cela que les gens pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient avec les enfants. Alors, il y avait aussi un environnement. Cet environnement n'était pas simple. Non. Alors, juste pour vous dire, les enfants qu'on amenait dans ce genre de structure n'étaient pas forcément des orphelins. C'était aussi des enfants que les parents n'arrivaient plus à cadrer. Et souvent... Dans les orphelinats ? Bien sûr. Camille Baptiste l'a sans doute eu l'occasion de voir, je ne sais pas. En majorité, c'était des orphelins, mais il y avait aussi des enfants que les parents n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins et les déposer entre les mains de la DAS. Et souvent, les gens arrivent à faire une association, trouver des similitudes entre les orphelins et les délinquants. Ce qui est complètement fou, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Oui, parce que la première partie là de votre ouvrage, vous dites que on vous insulte dans la rue parce qu'on pense que vous êtes des délinquants. Alors, justement, Camille Baptiste, il se retrouve dans cet orphelinat pour quelle raison ? Moi, parce que j'ai perdu mes parents. D'accord. Au décès de votre maman, c'est ce que vous dites. À quel âge ? 8 ans. À 8 ans, d'accord. Voilà. 8 ans, je me trouve orphelin et la DAS m'envoie... sans rien me demander. Vos parents habitaient où à cette époque-là ? À Saint-Denis-Butor. D'accord. Et donc, vous racontez ce moment où vous êtes dans la voiture qui monte dans la nuit. Donc, on a vraiment l'impression de la descente aux enfers. On a l'impression de Orphée qui arrive et qui descend dans les enfers, puisque vous arrivez dans la nuit, vous ne comprenez rien. Je vais juste dire que rien que de prendre la route de Salazie pour monter à Helbourg, pour quelqu'un qui vient de Saint-Denis, ça devait être interminable. Ah oui, on est parti vers 16 heures de Saint-Denis, après l'enterrement de ma maman. Et on est arrivé là-bas vers 21h. Bon, on a fait des arrêts à Saint-André, Saint-Benoît pour prendre du matériel et d'autres enfants orphelins qu'ils ont tassés dans le caisson de la Peugeot 403. Et on est monté sur Helbourg dans la nuit, mais vraiment... Helbourg, c'était vraiment le coin perdu. Oui. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, en 1 heure, vous êtes là-haut, à partir de Saint-Denis. Ben oui, puisque vous racontez donc cette arrivée en pleine nuit, mais aussi que pas un mot, moi ce que j'ai retenu à la lecture du livre, le silence.
Alors, on parle pas, on vous parle pas. Vous venez de vivre quand même quelque chose de difficile, hein, la perte d'un parent. On ne peut pas... Mais il y a consciemment, j'essaye de me mettre à la place des adultes de l'époque. Il n'y a pas de communication. Non. On ne vous explique pas ce qui se passe, on ne vous dit pas pourquoi on vous emmène là-haut. Non. Mais d'une manière générale, la communication était inexistante dans les familles. On se retrouvait à table avec les grandes personnes d'un côté et les enfants, les jeunes de l'autre. Au bout d'un moment, on se levait, on partait. Pas de discussion, pas de transmission dans les traditions, dans les manières. Ça, c'était... oui, c'est vrai que certaines familles fonctionnaient comme ça. Et là, quand il y a le décès de la maman, est-ce qu'il y a une explication d'une tante, d'un adulte pour expliquer aux jeunes Camille ce qui se passe? Non, c'était toujours, on dit à brûle pour point. On arrivait, ton papa est décédé, on va l'enterrer cet après-midi. Ta maman est décédée, on l'enterre cet après-midi. Et on retourne et on part vers la PEP. C'est tout. Il n'y avait pas de discussion entre les adultes, les éducateurs et les enfants. Et puis, ce que vous dites aussi, c'est qu'on ne demande jamais vos avis. Il n'y a personne qui demande vos avis. Et puis, à un moment, j'ai trouvé un peu osé ces petits garçons-là qui osent aller demander des choses au directeur de la PEP. Voilà. Mais à aucun moment, personne ne demande l'avis de personne dans cette institution. On était poussés par les plus grands pour avoir un terrain de sport et puis ensuite une piscine. Le directeur, il comprenait très bien nos préoccupations. Moi, il a cédé. Mais le budget était apparemment très restreint déjà à Elbeau. On avait à manger, on avait un toit, mais après... Et pour l'école? Pour l'école, on partait à l'école à Elbeau. On se faisait insulter en chemin par les villageois, traités de voleurs, de délinquants, de sauvages. Et tout ce qui se passait, toutes les exactions commises dans le village, c'était sur votre dos? C'était nous. Alors, en 2019, je vais revoir Madame Payette, j'espère qu'elle m'écoute, et je lui parle des orphelins d'Elbeau. Elle me dit... c'est celle qui vous donnait des fruits? Oui, des citrons doux. Oui. Et elle me dit, tu sais, vous êtes partis, la PEP est fermée, mais les gens continuent de venir voler mes orchidées. Donc, c'était pas que vous. C'était pas eux. Oui, pas nous. Et qu'est-ce que j'allais vous demander aussi? Cette envie d'écrire votre histoire. Donc, votre histoire, c'est une histoire douloureuse. Et l'envie de l'écrire, parce que vous écrivez, vous le sortez en 2021, ce livre, avec beaucoup de recherches. J'ai vu que vous avez fait des allers-retours pour interroger les gens. Et pourquoi avoir eu envie à un moment d'écrire? D'abord, c'était en hommage à ma mère, même si elle m'a offert que 8 années de sa vie. Mais c'était un hommage pour elle. Et ensuite, quand je suis arrivé en métropole, à quel âge vous êtes parti en métropole? En 1964, à 12 ans. Oui. À quel âge? 12 ans. Dans quelle région? Albi, dans le Tarn, sud-ouest. Comment ce voyage s'est mis en place? On ne sait pas. D'accord. Ils sont partis comme ça. Et donc, je tombe sur une institutrice qui me dit, tu sais, je suis vraiment intrigué par votre histoire, par ce démantèlement humain. Il faut que tu écris ton histoire. Et ce qui aurait dû être le titre d'ailleurs de mon livre, écris ton histoire, je n'ai pas fait. Alors comme une promesse faite à cette institutrice, j'ai écrit ce livre. Mais après il faut dire aussi que j'avais un thème très spécifique. J'ai eu la malchance de vivre cette histoire tragique, mais quelque part la chance de pouvoir la connaître et l'écrire aujourd'hui. C'est assez paradoxal, mais c'est... Juste un petit clin d'œil à Grégory Le Marchal pour écrire l'histoire. Oui, j'y ai pensé aussi. La question, je reviens à ça et créer l'histoire, c'est est-ce que quand vous arrivez à Albi, vous avez déjà dans la tête de dire qu'un jour, vous allez écrire votre histoire? C'était pas la priorité. La priorité, c'était d'essayer de s'intégrer, parce que, comme je dis dans mon livre, on nous a interdit de parler le créole. Essayer de s'acclimater, essayer de trouver la bonne mesure pour l'alimentation, ce qui était très compliqué parce que du jour au lendemain, on connaît les repas réunionnais, ça peut paraître un détail,
Mais je me souviens, le premier vendredi qu'on est arrivé, on voit les religieuses, on se demande, mes sœurs, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Mais il y a poisson. Dans la tête du petit créole, poisson, c'est carré poisson, riz, grain, bien pimenté, et tout ça. Et nous, on nous a donné du poisson pané carré avec des pommes de terre à l'eau. Et là, ça a été très, très dur. Ben oui. Ça paraît un détail comme ça, Non, mais aujourd'hui, on sait à quel point l'alimentation, comme ces petits détails, comme vient de dire Camille Baptiste, à quel point ces petits détails sont importants pour le moral, pour les sensations, pour savoir que on n'a pas été arraché de là où on vivait avec une façon d'être, une façon de vivre, et qu'on nous envoie dans un endroit, enfin on vous envoie dans un endroit où on vous enlève tout ce que vous avez. Tout. Ouais. Oui. Et dans le livre, je sens aussi cette force que vous avez quelque part, parce que vous n'abandonnez pas, et à chaque fois vous dites « ma mère ne m'abandonne pas », et il y a comme un fil qui vous retient pendant tout ce parcours, parce que vous êtes encore petit, de 8 ans à 12 ans, même après 12 ans, et vous tenez comme ça, en pensant à cette mère toujours, ou après en pensant à d'autres personnes qui vous ont procuré du bien, comme les nénènes, comme... Oui, les nénènes, et puis sur le plan matériel, on avait un petit peu tout ce qu'on veut, mais moi j'ai pu tenir, parce qu'il y avait quand même des suicides, des gens qui ont terminé en prison ou qui ont fini clochards en France. Et moi, j'ai pu tenir grâce à la présence de ma maman. Ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais c'est la réalité. J'avais toujours là. Il y a des fois, je pouvais passer des heures à trouver une ligne, une phrase que je trouvais pas. Puis le lendemain, comme ça, comme si qu'elle m'avait soufflé, inspiré, soufflé. Et puis je trouvais je dis, c'est pas toi ça, c'est pas toi qui as écrit ça, c'est impossible. Eh ben oui, en tout cas. Comment Camille Baptiste va grandir à Albi, comment il va se construire? Ben, on essaye de se construire, je dirais, un peu au gré du vent. On trouve des petits boulots à droite, à gauche. À partir de quel âge? À partir de 14 ans. C'est jeune. C'est très jeune. L'école est finie déjà, là? Oui, l'âge légal de l'école, c'était 14 ans à l'époque. Après, c'est passé 16 ans, je crois, sous Giscard. Oui, 16 ans. Et donc, on vous lâche dans la nature comme ça. Et là, c'est très, très compliqué. Vous habitiez où? Moi, j'habitais toujours la région du Sud-Ouest, Toulouse, Albi. Toujours chez les religieux, non? Non. Les religieux, c'était un peu mon point de chute. J'avais un problème, quelque chose comme ça, aller chez le dentiste, tout ça, je retournais à l'orphelinat. Mais de manière générale, on était dans la nature, seul. Quel petit boulot vous avez fait Moi, j'ai fait des métiers de cuisinier. Ensuite, je suis rentré à la Poste. Et quelqu'un m'a posé cette question hier. Il me dit, mais tu as fait des études pour écrire un livre comme ça? Ben, en fait, je me suis inscrit dans une université pour prendre des cours de français, notamment des géographies, histoire, politique, un peu de tout, pour pouvoir arriver peut-être inconsciemment à écrire. Parce qu'il faut savoir une chose aussi, que quand vous rentrez dans un bureau, si vous ne parlez pas bien le français, souvent, vous ne gagnez pas cause créole, bon, suivant. Oui, bien sûr. Donc ça me restait dans la tête. Je me dis, je vais travailler, puis comme ça je pourrais expliquer les choses aux gens. Oui. Et puis il y a un autre côté aussi dans ce livre, c'est l'amour. Donc vous grandissez avec cet amour, ces 8 ans d'amour que vous gardez bien, bien, bien précieusement quelque part. Et puis au fur et à mesure, vous découvrez d'autres formes d'amour. Les premières avec ces 2 nénènes qui s'embrassent, là, qui se disent au revoir en s'embrassant sur la bouche. Donc tout d'un coup, cet enfant, le regard de cet enfant de 8 ans qui voit ça, qui ne savait pas. Les femmes s'embrassent, c'est bien, mais bon. Oui, on était un petit peu surpris parce qu'on est en 1960. Déjà, comme je dis dans le livre, le mot homosexualité ou homophobe, tout ça, je ne connais pas. L'homosexualité, je l'ai vu avec des garçons aussi, entre les garçons. Et puis ces 2 nénènes, ça m'avait marqué. Je me suis appliqué pour écrire ce chapitre parce que c'était pour leur rendre hommage, parce qu'on a trouvé cette démonstration de tendresse très jolie, quoi. D'accord. Quand vous vous mariez, vous avez quel âge? 25, 26, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là,
comment vous regardez la famille que vous allez construire? Je sais pas. Franchement, on vivait souvent au jour le jour, hein, même si on s'est marié. Je pensais bien un jour avoir des enfants, mais on se projetait pas. En fait. D'accord. Vous avez combien d'enfants? J'ai qu'un seul garçon. D'accord. Et mon petit-fils qui est derrière. Et votre petit-fils. Qui est adorable. Quelque part, je veux pas faire de la psychologie, mais il y a eu cette peur de dire que demain, si je suis pas là, qu'est-ce qu'il va devenir? Ah oui, ça c'est toujours ancré en nous, dans notre mémoire, dans notre esprit, et ça ne partira jamais. Je crois que même encore aujourd'hui, je me pose la question. J'ai toujours peur pour les autres, pour les gens que j'aime. Qu'est-ce qui peut leur arriver? On a toujours ce souci, parce qu'on a été lâché dans la nature, sans filet. Et brutalement, c'est la brutalité aussi. Oui, et on a gardé ces réflexes. Et parce que aussi, le fait à 8 ans d'être seul dans la vie, de ne plus avoir cette affection qui aide à grandir, qui accompagne, fait que le jeune Camille Baptiste est toujours en quête de cette chose, de cette affection. Oh oui, c'est vrai, quand on perd une personne, ensuite un copain, un ami, un collègue de travail qui s'en va, qui quitte la région, ça me fait toujours, je le ressens peut-être différemment que les autres personnes. Ont toujours un médecin qui m'a dit ça un jour, tu as toujours peur que les gens s'en aillent parce qu'on t'a abandonné quelque part. Et c'était ça, c'est un petit peu, je pense que, je ne sais pas si on vous a parlé, du syndrome de l'abandon. Non. Je comprends, mais on m'en a pas parlé. Non. Parce que même si c'était un abandon involontaire, mais il y a un abandon. Il y a un abandon, oui. J'ai toujours le réflexe de la défense. Je suis souvent sur la défensive. Quand je partais travailler, je me dis, est-ce que ma voiture va pas me tomber en panne, me laisser de côté? J'ai toujours peur de rester en rade. Oui, bien sûr. Je travaillais sur moi. Hein, bon. Après, moi, j'ai aussi eu un questionnement. Hein. Les familles venaient visiter. Hein. À un moment, vous parlez des familles qui viennent rendre visite. Et je me suis demandé, en lisant, mais pourquoi pas, les familles n'ont pas réclamé, ne reprennent pas parce qu'à ce moment-là, il y a deux choses. Soit c'est le gendarme qui l'emmène parce que l'enfant n'est plus... ne peut plus rester. Oui. Ou alors, c'est les parents qui demandent aussi. Si l'enfant est devenu incontrôlable, il ne peut plus l'éduquer. C'est les parents qui demandent à ce que l'enfant soit mis en structure. Il y avait quand même, parmi les enfants qui sont dans l'histoire, il y avait quand même des enfants qui étaient sages, doux, et qui avaient tellement peur que, qui dépassaient pas du rang. Et on les reprenait pas quand même, il n'y avait pas de famille, c'est quelque chose qui me questionne. Parce que les familles étaient très pauvres, il restait souvent les oncles, les tantes, et qui n'en voulaient pas. Et comme disait une journaliste, c'est vrai qu'à l'époque, en 1950-60, la venue d'un enfant, la naissance d'un enfant était plus une charge qu'une bénédiction. Donc si on pouvait s'en débarrasser, et même à 17 ans, 18 ans, marier les filles, c'était aussi bien. Ah oui. Le mot est fort, se débarrasser, c'est un mot fort. C'est pour ça que les mariages étaient arrangés à l'époque, très tôt. Ouais. On décidait qui va se marier avec qui, c'est pour que les charges sur la famille soient allégées. Il y avait, malheureusement, je ne veux pas critiquer, hein, je ne critique pas, mais c'est un constat de dire que avoir 15 à 20 enfants dans la famille, pour le travail des champs, c'était important, mais c'était quand même 20 bouches à nourrir midi et soir. Et souvent, c'était le midi, pas le soir. Des fois, une fois sur Non, c'est vrai, je suis d'accord. C'est exactement ça. Ouais. Alors, je voudrais pas qu'on reste sur un a priori de livres... D'autant qu'il nous reste... Voilà, mais je termine. De livres noirs, parce qu'il y a quand même des petits moments où on sourit, quand même. Les histoires de pyjama rayés, blanches et rouges. Il y a des petits moments où on sourit, quand même. C'est pas non plus un livre totalement noir du début à la fin. Voilà. Oui. Et dans le caractère de Camille Baptiste, c'est de voir ce côté enfant qu'il a conservé, d'une part, mais aussi d'essayer de s'accrocher à ces morceaux de vie. C'était important. M'accrocher,
Oui, je pense plutôt, j'essaye de m'accrocher plutôt au présent, voire souvent le futur, parce que j'ai envie d'effacer ce qu'il y avait derrière moi. Aujourd'hui, c'est toujours là? C'est-à-dire toujours envie d'oublier le passé? Oui, et je suis toujours en train de bâtir, construire, vendre, bâtir, construire, parce que j'ai pas envie de regarder derrière, j'ai pas envie d'avoir les rétroviseurs comme ça. Mais c'est très difficile c'est quasiment impossible d'oublier ce qui s'est passé. Oui. Vous avez essayé de voir quelqu'un qui peut vous aider à le faire, à relativiser toutes les émotions qui sont issues justement du décès de votre mère et tout ce qui va suivre après? Et j'ai commencé par Freud, Victor Hugo, Dostoïevski. Toujours en autodidacte? Oui. Non. Enfin, à la fac? Oui. Mais ce sont les livres, ce sont ces auteurs qui m'ont aidé vraiment à aller au-delà, à regarder au-delà de ma petite personne, me dire bon, c'est bon, arrête de t'apitoyer, et puis il y a des gens qui souffrent. Et puis... Vous avez lu Le Comte de Monte Cristo? Oui, je l'ai lu il y a très longtemps. Oui. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu une vie affective avec des adultes ont besoin de retrouver parfois des moments comme Rémi sans famille, comme Tom Sawyer, comme il y a des ouvrages qui sont référents à chaque fois. Quand de Monte Cristo, je suis pas sûr que ce soit vraiment le parallèle entre ce qui a pu se passer. De Monte Cristo, pour une simple raison, c'est la revanche. Ah oui, la revanche. Oui, la revanche sur la vie. Sur la vie aussi, sur le procureur, sur des gens. Oui, effectivement. Parce que les gens n'ont pas pris les bonnes décisions au moment où il fallait les prendre. Ouais. Et je pense que pour vous aussi, vous regrettez certaines décisions qu'on a prises pour vous, mais c'était contre vous. Oui, mais ce qui me fait le plus de peine, c'est surtout le silence, la banalisation de l'affaire à l'époque. Les gens, les adultes, les hommes politiques, ils ont totalement exclu de leur programme notre histoire, notre souffrance. C'est ma dernière question. Il faut une réparation financière? Non. Intérieure. Pardon? Oui, je pense que si l'État reconnaissait ses erreurs, sans avoir à nous faire des chèques en fin d'année, je pense que ce serait une bonne chose. Et puis que cette histoire soit reconnue à La Réunion. Dans les livres d'histoire de La Réunion, ça serait important. Je crois que vous aurez un rôle important à jouer, puisque cette histoire-là, vous l'avez. Et si on peut le partager avec... si ça peut rentrer un peu plus dans l'histoire de La Réunion, comme le Guillaume, comme Elbourg, ça serait bien de parler de ces souffrances, parce que ces souffrances, malheureusement, sont toujours là. Il y a des gens qui souffrent toujours de ça, et vous l'avez eu l'occasion de le voir sur le plateau, que ce soit les Enfants de la Creuse ou d'autres histoires de La Réunion. Et il y a une grosse souffrance que, malheureusement, nous n'avons toujours pas su ou pu regarder en face et comprendre. Merci, Camille Baptiste, pour cette histoire. On rappelle moi qui vous remercie. Le titre de son livre. Les orphelins d'Elbourg. On peut montrer et ensuite, vous deviendrez des hommes. Ça aussi, c'est une injection. D'accord. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt.